En gros, qu'est-ce que ça veut dire être Head of Audience Engagement? Ça veut dire qu'avant tout, je suis journaliste classique, et je vais expliquer un petit peu mon parcours pour que vous voyez un petit peu comment on peut évoluer aussi et comment évolue le journalisme en soi et le métier. Je suis stratégiste, c'est-à-dire que je réfléchis effectivement beaucoup, non seulement au sujet, au contenu, mais aussi à comment trouver un public à ce contenu et comment faire réussir un contenu. Technologiste, parce qu'effectivement, c'est l'innovation, c'est les plateformes, c'est les formats, c'est le coding aussi, un peu. Je suis penseur numérique, c'est effectivement vrai. Moi, on peut aujourd'hui même penser le journalisme sans penser le numérique. C'est pas vraiment penser l'avenir. Et je suis aussi au sein de ma propre rédaction, et d'ailleurs de plein de rédactions, parce que je travaille beaucoup avec d'autres collègues. J'essaie d'être actionnaire de la transformation numérique des rédactions, parce qu'elle est en pleine voie. Bon, mais clairement, pour dire des choses un petit peu plus parlantes, quelques introductions un peu plus utiles qui parlent peut-être plus à votre parcours aujourd'hui. Comme disait aussi Cédric, j'ai un parcours aussi assez classique. J'ai commencé, mon premier boulot c'était dans la presse, deuxième et troisième dans la télé, CBS, CNN. Ensuite, je suis revenue de ce côté de l'Atlantique pour participer au lancement de France 24. Et donc voilà, quelque part, un parcours de journaliste assez classique. Moi, mes rêves, mes aspirations quand j'étais jeune étudiante, c'était aussi ultra classique. Les modèles, c'était Christiane Amanpour, qui faisait donc correspondante de guerre à Sarajevo. C'était John Vivian, qui est cette journaliste chroniqueuse, grande chroniqueuse essayiste de l'Amérique, et Tina Brown, célébrissime rédactrice ou directrice de rédaction, qui a été directrice du New Yorker, de Vanity Fair, de plein de choses. Donc j'avais en fait des modèles ultra classiques, quelque part des modèles qui peut-être vous parlent encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai commencé comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, l'Internet est passé par là. Et l'Internet qui passe par là, ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille à nouveau pour un journal classique, qui a bien plus de 100 ans, le Financial Times, mais dont je ne touche jamais à une feuille de papier. Le print, le journal en soi, je ne connais pas, je le reçois de temps en temps à la maison. Mais en fait, si je travaille aujourd'hui au sein d'une rédaction dans laquelle, limite, je n'ai aucun poste, aucun rôle classique, c'est aussi parce que le journalisme, les métiers et les rédactions sont en pleine ébullition, en pleine évolution, certains diront en pleine dissolution. C'est un peu tout ça. Donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que toutes ces formes de journalisme un peu traditionnelles, le 20h, le journal en kiosque, la matinale radio du 7-9, même ces infos en continu, le JT de toutes les heures, toutes les demi-heures, tout ce qui est l'information sur rendez-vous, à une heure fixe, sur un canal fixe, c'est terminé, en gros. Où ça se termine. L'idée que l'information est à prendre à une heure fixe, dans un lieu où l'audience va s'y rendre, c'est aussi assez révolu. Et en fait, toute cette économie, tout cet écosystème d'information à rendez-vous fixe est totalement éclaté. Parce qu'aujourd'hui, l'information, et d'ailleurs vous êtes la génération, une des premières générations à vraiment avoir probablement grandi avec ça, c'est quand on veut, où on veut, à l'heure qu'on veut, et même sur le device, sur l'objet qu'on veut. Donc ça, en fait, c'est vraiment de l'ordre du passé. Le concept de cette audience captive, qui sera là, qui viendra au bon gré et à la demande des médias classiques, c'est terminé aussi. Avec cette nouvelle accessibilité à tout moment de l'information, donc et pareil sur tous les devices, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou la télé encore, parce que bon, il y en a encore qui regardent la télé, et c'est bien parce qu'il y en a parmi vous qui font du podcast, je sais. Le fait qu'on ne peut plus compter sur ces audiences pour venir, le fait qu'il y a maintenant l'impératif, non pas qu'ils viennent vers nous, mais qu'on aille vers eux, c'est ça qui a changé le métier. C'est ça qui a créé mon métier à moi, et c'est ça aussi qui va changer vos métiers. Et les audiences, donc en fait, c'est très simple. C'est peut-être un cliché que vous avez déjà entendu, je ne sais pas, mais si vous ne l'avez pas encore entendu, il faut le retenir. C'est maintenant plus la question qu'elles viennent vers nous, même vous, l'individu, le journaliste, et encore moins vous qui travaillerez un jour pour une rédaction. Toute la question, c'est maintenant qu'il faut qu'on aille les trouver où elles sont, ces audiences. Là où elles sont et avec ce qu'elles veulent. Alors, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles viennent, oui, maintenant de plus en plus vers les sites web, vers les ordinateurs, vers le numérique. Mais même ça, c'est assez révolu. Parce qu'en fait,
le site web, c'est pertinent quand encore c'était le début, quand encore pour trouver le média sur le numérique, bah, c'était le seul endroit pour trouver du news, c'était sur son ordi, sur le site web. Mais maintenant, les gens, ils sont un peu dans leur ordinateur, mais surtout, ils sont beaucoup là, dans le téléphone. C'est aujourd'hui la révolution, la fragmentation, et aussi la réalité de ce que c'est l'information et le news aujourd'hui. Et il y a plusieurs faits assez importants. Donc d'abord, le fait est que, même si, alors ça c'est les chiffres de la France, assez récentes, c'est qu'aujourd'hui en France, 56% plus ou moins des personnes consomment l'info sur l'ordinateur. Ok, vous me dites que c'est pas mal, sauf que 51% consomment de l'actu sur leur mobile. Donc c'est plus de la moitié de l'audience qui aujourd'hui consomme là-dedans. Et quand ils consomment des informations là-dedans, c'est pas le site web qu'ils consomment, c'est les réseaux sociaux, c'est les applis. Et aussi, surtout, c'est en concurrence avec tout ça. Parce que le téléphone aujourd'hui, c'est pas que l'information, c'est Skype, c'est WhatsApp, c'est l'horaire du train, c'est Candy Crush, c'est Viber, c'est toute la concurrence pour toute l'attention. C'est tout non seulement la concurrence avec les autres informations, avec les autres médias, c'est en fait, brutalement parlant, vous êtes aujourd'hui en tant que journaliste en concurrence avec le temps d'attention de l'audience. Et le temps d'attention est départagé avec plein de choses. C'est pas que les médias, que les informations, c'est avec toute l'expérience d'engagement avec un téléphone qui aujourd'hui explique la concurrence et la compétitivité que vous allez devoir avoir. Il y a de l'espoir. C'est pas que des mauvaises nouvelles, mais bon, même si encore les nouvelles importantes à retenir ne sont pas terminées. C'est que les utilisateurs fréquents de smartphones, ça aussi c'est des études qui ont démontré ça depuis plus ou moins 2 ans et maintenant de manière croissante, auront plus tendance à trouver leurs infos via les réseaux sociaux que le site web d'un média. Donc à nouveau, même un site web média, on ne peut plus s'attendre à que les audiences viennent vers nous. Et sur les réseaux sociaux, attention, ça c'est vraiment un peu la dernière actualité un peu compliquée à retenir parce que pas que des bonnes nouvelles, c'est que 57% des personnes sont conscients de la marque média. C'est-à-dire que vous cliquez sur un post sur Facebook ou sur Twitter ou encore sur Instagram aujourd'hui parce qu'on peut maintenant cliquer dans les stories. 57% des personnes sont conscients de la marque média, mais ce qui veut dire que 43% ne le sont pas. 43% des personnes qui cliquent sur une info, une actualité, un papier, une vidéo que vous aurez fait, une enquête que vous aurez faite, un beau sujet multimédia que vous aurez réalisé, 43% des personnes qui cliqueront sur ça ne seront même pas conscients de la marque média, d'où ça provient. Bon, bah ça veut dire qu'il faut réfléchir vraiment votre audience. Il faut réfléchir le basculement de ces relations à l'audience. Il faut réfléchir aussi au fait qu'il faut les comprendre, leurs usages, leurs démarches, leurs tendances, leurs préférences sur sujet. Il faut réfléchir au public que vous allez vouloir targeter, un anglicisme qu'il faut retenir. Il faut aussi se dire que votre métier de journaliste, c'est vous dire que quand bien même vous allez travailler pour un grand, beau média dans l'avenir, un avenir proche, quand bien même vous allez pouvoir faire un sujet pour une marque que quelqu'un connaîtra, que l'audience pourra reconnaître, ça n'assurera pas votre public. C'est pas ça qui va garantir que vous allez trouver votre public. Ce qui va garantir que vous allez trouver votre public, c'est que vous compreniez ce public. Que vous réfléchissiez comment et où elle est, vraiment au niveau de l'individu. Par téléphone, par sujet, par heure de la journée, il va falloir réfléchir à tout ça. Que votre sujet, bien sûr, au fond, le journaliste, ça va rester raconter une belle histoire, faire un reportage, être dans les faits, être, comme disait Julie, dans la rigueur. Mais ça ne suffira plus. Le journalisme aujourd'hui, c'est réfléchir la rigueur, l'histoire, le storytelling, avec son audience en tête, avec l'idée de comment elle va lire, où elle va lire, sur quel device, et potentiellement avec quel sujet. Et tout ça, il faudra l'intégrer dans la manière dont vous réfléchissez et produisez le journalisme. Si les médias dépendent de plus en plus sur les audiences, c'est aussi parce qu'ils peuvent dépendre de moins en moins sur l'annonceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il y ait ce basculement, qu'il y ait ce changement de relation entre l'audience et les médias, c'est qu'avant, si on pouvait s'attendre que les audiences venaient aux médias, et les audiences c'était aussi le chiffre d'affaires, les audiences c'était quoi? C'était s'assurer un revenu publicitaire. On n'a maintenant plus la garantie que les audiences viennent vers les médias. Il y a la chute, voire même
vraiment la crise de la publicité classique, parce que sans audience, il n'y a pas de publicité. Il y a aussi le fait que maintenant qu'on commence à récupérer certes un peu de publicité numérique sur tous les supports numériques qu'on vient d'évoquer, ça n'est pas encore le même taux de revenu que la publicité classique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc ça c'est des titres que j'ai pris, des titres tout récents, le modèle économique des médias en ligne gratuits vacille, les médias ébranlés, les médias s'effondrent. Bon, c'est un peu apocalyptique tout ça. Je suis là pour dire que ce n'est pas l'apocalypse totale, du tout. Il ne faut pas totalement croire tous les titres. Il faut un peu prendre en compte le fait que, ouais, les modèles changent, ils changent vite, et que les nouveaux modèles, il faut les penser, il faut les réfléchir maintenant. C'est vrai que les revenus publicitaires sont en chute libre. C'est vrai que le modèle économique, qui est le modèle dont on dépendait tous et dont dans l'avenir, avec lequel vous allez dépendre, c'est vrai que ce n'est plus le même. Par contre, ce qui est aussi vrai, c'est que ces fameuses GAFA, donc les fameuses Google, Apple, Amazon et Facebook, sont là aussi un peu des menaces. C'est-à-dire qu'il faut déjà réfléchir aux réseaux sociaux comme étant un peu les disrupteurs entre vous et votre audience. Il faut aussi réfléchir aux réseaux sociaux comme disrupteurs du modèle économique. Ce 84% que vous voyez, en fait, c'est la part des revenus publicitaires numériques que se prennent à eux tout seuls Google et Facebook. Donc, c'est la fin d'un modèle économique qu'on connaissait. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est la fin, en gros, de ce qui était la structure classique du journalisme. C'est pas la seule chose qui en fait informe la fin de cette structure classique du journalisme. C'est pas que ça qui informe, c'est pas que le modèle économique qui fait qu'on est en ébullition, en changement. C'est aussi des facteurs sociologiques, économiques, historiques. On va en parler, vous en parlez tout le temps. Alors j'ai promis à Julie que je n'allais pas dire le mot fake news, parce qu'on n'en peut plus. Donc je ne vais pas le dire tout haut, mais vous allez voir. C'est vrai aussi que le journalisme est menacé non seulement par le modèle économique et par cette disruption d'une structure classique entre médias et audience, c'est aussi parce qu'il est carrément sous menace par le pouvoir, par un chef d'État important qui remet en question les valeurs journalistiques. Le journalisme, comme on l'a connu, est aussi remis en question par ce qu'on parle de cette infobésité. C'est la même chose. D'un côté, la technologie et toute l'évolution de cette technologie ont permis l'accès, comme on disait, à tout moment, quand on voulait, à l'heure qu'on veut, dans le device qu'on veut aux informations. Ça veut dire qu'on a accès tout le temps et qu'on n'arrive pas à couper, qu'on est dans une sorte de boulimie de l'information, qui porte aussi à une sorte de fatigue de l'information. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte quand vous réfléchirez à la concurrence et la compétitivité de votre journalisme, c'est que vous êtes en concurrence avec la fatigue du journalisme et la fatigue du contenu. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu, c'est une grande mode maintenant en Silicon Valley, c'est donc à part le microdosage de LSD, de veggie et de l'anti-gluten, la mode de Silicon Valley, c'est aussi de couper avec le news, et qu'il y a maintenant toute une mode des newsletters, 5 choses que j'ai lues qui ne sont pas news. Donc ça aussi, il faut lutter contre cette idée d'un sorte de contre-coup du news qui serait quelque part plus une valeur sociale. C'est quelque chose qu'il faut tenir en compte parce que c'est à vous de porter ce combat. Et finalement, la dernière mode, c'est ça, c'est la désintox de la techno. Si je devais compter sur mes doigts tous les veggie cafés que je vois apparaître à Paris, toutes les fois que je vois bien, ça serait compter toutes les fois que je vois dans mon réseau social, toutes les fois qu'il faut que je vois un article sur la désintox technologique, sur le couper le flux du contenu. Donc tout ça, c'est des faits réels de l'écosystème de l'information qui informe l'univers dans lequel vous allez émerger et l'univers dans lequel vous allez vouloir diffuser vos sujets. Bon, c'est vrai que ça fait un peu apocalypse. C'est vrai que voilà, le modèle explose, mais pour dire un truc aussi un peu galvaudé, si l'ampoule explose, il faudra bien trouver une autre manière de s'éclairer. Et là, je vais enlever un peu ma casquette apocalyptique négative française, un peu un cliché culturel, mais c'est vrai. Et je vais mettre ma casquette plutôt anglo-saxonne américaine de l'optimisme, parce que l'américain ne parle jamais de problème, on parle que de challenge. Et j'y crois quand même un petit peu, il y a la moitié de moi qui croit quand même. Et maintenant avec mon job de Head of Audience Engagement, j'y crois encore plus. C'est qu'en fait, l'incertitude, cette période de transformation, c'est en fait super excitant, parce que dans l'incertitude, dans la menace, dans l'incertitude et la pression même, et c'est vrai que le modèle économique
comme le contexte social et politique, c'est de la pression. C'est aussi une pression pour se réinventer. C'est une question de survie. Et la survie et la pression mènent aussi à la créativité. Et c'est maintenant, en fait, que je m'adresse directement à vous. Parce que, avec ces rédactions qui se réinventent, avec ce besoin urgent de trouver des nouveaux modèles économiques, mais aussi des nouveaux modèles de diffusion, des nouvelles relations avec les audiences, c'est une opportunité pour vous. Parce qu'en fait, tout ça, ça se fait maintenant. Franchement, ça se faisait pas tellement il y a 5 ans, ça se faisait un peu il y a 3 ans, ça se fait vraiment maintenant. Et c'est vraiment, on est dans le moment fort d'une réinvention totale de tous ces contextes que je viens d'évoquer. Et donc c'est vous, c'est à vous que reviendra tout ça. Et donc, votre travail en sortant du CFJ Savoie, ça va peut-être ressembler à Christiane Amanpour, qui était le travail que j'aurais voulu avoir, ou Tina Brown, qui dirige les magazines, ou un grand essayiste classique, peut-être, parce que ces boulots-là, encore, ils vont exister, peut-être pas dans ce même format, mais ils vont exister. Mais peut-être que votre travail va aussi ressembler à autre chose. Peut-être que votre travail va aussi ressembler à ça. Ben, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est en fait une fiction que le Financial Times vient de publier, avec Stephen Ray, vous le reconnaissez peut-être, c'est un acteur assez connu, qui était dans plein de films, d'ailleurs plein de séries télé. Et il est aussi irlandais, du Nord. Et s'il y a un sujet dont j'en ai vraiment, vraiment marre, c'est Brexit. Mais c'est un sujet qui ne va pas disparaître, ça va en croissant d'ici 6 mois. Et donc on a aussi la pression de réinventer la narrative du Brexit. Comment est-ce qu'on peut raconter une nouvelle histoire? Et toute la rédaction y pense, comment raconter cette histoire à nouveau, comment renouveler, comment garder l'attention avec le public. Alors une de nos productrices télé, qui est qui est toute jeune, doit avoir à peine 30 ans, elle s'est dit, bah tiens, moi j'ai bossé dans un boulot passé avec des dramaturges, et elle a écrit une pièce avec ces dramaturges, une sorte de monologue fictif, qu'a récité Stephen Ray pour nous parler de manière nouvelle, une pure fiction, de nous évoquer ce que c'était la frontière, l'histoire de la frontière irlandaise. When the border was no man's land, neither your land nor my land, a ragged stretch of spike, and because you do not like to think it's a problem, does not mean it vanishes. A trick of the eye, a trompe-l'œil. Just because you have said the problem is imaginary does not disappear the thread of reality. Donc en gros, voilà, ça c'est juste l'exemple d'une autre manière de raconter une histoire réelle, une histoire politique, une histoire économique, mais de réfléchir d'une nouvelle manière pour que les audiences l'expérimentent et la vivent autrement, et que justement on puisse garder l'attention sur un sujet qui, elle, ne va pas disparaître et qui est le cœur de la matière. Et pour le moment, cette vidéo, donc, qui a été publiée il y a 15 jours, a déjà eu 500 000 vues sur notre site et sur YouTube, et d'ailleurs a été réfléchie, comme je disais tout à l'heure, pour YouTube, sachant que ce n'est pas vers notre site que les gens vont venir, et que c'était réfléchi pour une audience qui n'est pas notre audience typique. Peut-être que ça sera donc des fictions que vous ferez à la place d'un documentaire. Peut-être qu'à la place d'un papier, vous ferez, comme ici, un jeu, Uber. Ça aussi, donc, c'était une nouvelle forme de journalisme. C'est notre directeur du service tech qui a couvert et recouvert et raconté le sujet Uber partout, tout le temps. C'est un sujet qui adore notre audience. Et donc, il faudrait réfléchir une nouvelle manière pour raconter l'histoire du Uber, pour faire rentrer l'audience dans une des problématiques particulières qui était vraiment celle de comprendre un angle qui est très rare pour le Financial Times. Nous, on couvre l'économie, on couvre l'entreprise, on couvre le contexte politique, mais il est rare qu'on couvre les personnes. Et en fait, on a compris que pour commencer à avoir une nouvelle audience, pour réfléchir à des nouvelles personnes qui viennent vers nous, il fallait aussi réfléchir à de nouvelles narratives et de rentrer dans une narrative plus personnelle. Et donc, il a créé ce jeu, Uber, un jeu participatif, qui t'oblige, toi, à jouer le rôle d'un chauffeur Uber. Et donc, voilà, d'un journaliste ultra classique qui dirigeait un service, il devient créateur de jeux en coproduction avec des développeurs. Donc c'est un jeu qui aujourd'hui a eu, pareil, plus de 750 000 vues et qui vient de gagner des prix aux États-Unis d'engagement numérique avec le journalisme. Peut-être que le journalisme que vous allez faire, ça va être du journalisme assez classique, comme ça. Ça, c'était le gros dossier d'enquête, MeToo, qu'a fait le Financial Times. C'était un papier très important qui a participé à faire tomber des têtes importantes, un conseiller de ministère, un PDG, plusieurs cadres sup. C'était
en fait une journaliste de notre rédaction, très jeune aussi, qui a enquêté sur une fondation de charité qui tous les ans faisait un dîner où les femmes en gros étaient interdites, sauf la centaine qui était embauchée pour la soirée. Et donc c'est en fait quelque part dans l'investigation très classique, mais c'est fait par un journaliste d'investigation qui elle n'est pas du tout classique. C'est elle s'appelle Madison Marriage, et en fait elle n'est pas du tout journaliste d'investigation, elle n'est pas du tout de notre service d'investigation, et là vous la voyez dans une vidéo qu'elle a fait pour raconter un peu les coulisses. C'est elle qui se prépare en amont, elle est allée undercover pour faire cette enquête. Et on va tourner dans l'hôtel où elle était pour se préparer. Et elle a fait cette vidéo qui ensuite racontait un peu comment elle était arrivée au sujet. C'est quelqu'un, une amie, qui était une des hôtesses, qui avait été embauchée pour ce dîner, qui l'avait raconté. Elle a eu l'idée que pour faire cette enquête d'investigation, elle pouvait aller undercover elle aussi. Pareil, pas du tout un journaliste typique du Financial Times. D'ailleurs, c'était pas mal, avec pas mal de scepticisme que ça a été accueilli. Elle a quand même argumenté son cas. Elle est partie, elle a fait l'enquête, et je vais vous faire voir un petit peu, pareil, la vidéo. I'm a reporter at the Financial Times, and this week I'm going undercover at a secretive charity dinner held every year at the Dorchester Hotel in London for men only. I first heard about this from a friend who does waitressing and hostessing jobs on the side to try and make ends meet, and she had heard about it from women who have previously worked at this event. And they warned her that it was a difficult one to work at. Donc, si je vous montre cette vidéo, qui effectivement est une sorte de teaser pour le sujet en soi, c'est que justement, c'est pas du tout du journal traditionnel du Financial Times, c'est devenu le papier, c'est devenu l'enquête et l'article qui a eu le plus de succès historique du Financial Times, plus 1,5 million de clics, qui pour nous est énorme. Et tout ça, en fait, pour dire que c'est grâce à une jeune journaliste, et c'est grâce aussi à vouloir raconter l'histoire autrement. Elle a fait cette vidéo. Les vidéos a participé à envoyer beaucoup d'audience, beaucoup de clics sur l'article, et que c'est aussi le signe du fait que les rédactions traditionnelles, elles aussi, se transforment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant les silos. Il y a beaucoup de décloisonnement, il y a beaucoup plus d'ouverture dans les rédactions même, à chercher à raconter l'histoire autrement, et aussi à écouter, à recevoir, à pouvoir faire des histoires autrement. Donc même, on peut imaginer qu'il y a 5 ans, une jeune journaliste qui n'avait jamais fait une enquête de sa vie n'aurait jamais eu un papier comme ça accepté, et 5 ans après, c'est devenu le papier le plus successful du Financial Times. Le journal que vous allez faire, ça va aussi peut-être ressembler à ça, qui quelque part est une série assez classique d'analyse, de reportage. En l'occurrence, c'est sur toujours le Financial Times, c'est sur la manière dont les millénials sont en train de totalement changer l'industrie de la consommation, et que tout ce que ce soit le supply chain ou les produits en soi. Et c'était une grosse série qui est pareil, au cœur de la problématique des Financial Times. C'est l'économie, c'est le manufacturing, c'est les produits, c'est les générations, c'est la démographie. Mais c'est en même temps pas du tout une série traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une série qu'on va réfléchir pour pouvoir attirer et être intéressant à l'audience le plus large que possible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura les enquêtes, les analyses et la recherche classiques, mais il y aura aussi, dans le sujet en haut, c'est un sondage qu'on a fait sur comment les millénials ont regardé la Coupe du Monde grâce à un sondage qu'on a fait sur notre plateforme Facebook. C'est toute la manière dont on peut expliquer la transformation de l'économie par les millennials, mais racontée en data viz. C'est aussi une explication tout basique de c'est quoi millennial, mais en format vidéo. Donc voilà, toujours une série, un reportage classique, mais réfléchi avec les audiences en tête, avec les plateformes en tête et avec les manières de diffusion en tête, qui va informer totalement la manière dont vous réalisez votre sujet. Alors, peut-être que le journaliste que vous allez faire aussi, ça va plus être des papiers, mais une newsletter. Comme ça, c'est la toute dernière newsletter lancée par le New York Times. C'est l'ex-correspondant du New York Times à Londres qui cette semaine, va lancer une newsletter sur la politique américaine, mais pour les non-américains. Donc, au lieu d'écrire des chroniques, elle va écrire 2 fois par semaine une newsletter. Et donc, au lieu d'être dans le print classique, dans se battre pour une place sur la homepage, ou encore moins pour la coupe du journal, elle aura son audience qu'elle va développer elle-même via une newsletter. Peut-être que le journaliste que vous allez faire, ça va ressembler à ça. Donc le Washington Post
autre gros journal célèbre, bien ancien américain, leur chroniqueur de politique américaine. Aujourd'hui, il fait des chroniques, non pas radio, non pas podcast, mais Alexa. Alors pour ceux qui ont une assistante personnelle intelligente Alexa, bah, vous savez que vous demandez à Alexa l'info le matin, et bah, maintenant vous pouvez voir le Washington Post. Bon, il faut dire que ce n'est pas totalement par hasard, parce que Amazon a acheté le Washington Post, mais c'est l'exemple parfait de la disruption du modèle économique des médias, qui porte à l'innovation et qui porte aussi à pouvoir imaginer à quoi ressemblera autrement le métier de journalisme auquel vous allez accéder bientôt. Ça va peut-être ressembler à ça aussi. Bah, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une start-up podcast qui cartonne aux États-Unis, qui s'appelle Gimlet. C'est fondé par des anciens journalistes radio de NPR, qui est la plus grosse radio publique américaine, qui ont fondé donc cette start-up podcast et font entre autres une série d'enquêtes sur la criminalité dans toutes les grandes villes américaines. Et comment est-ce qu'ils le subventionnent ? En partenariat avec Spotify. Pareil, ils ont réfléchi à l'audience, ils la voulaient la plus large que possible. Ils ont réfléchi au financement, à la monétisation, et c'est un partenariat avec Spotify qui réfléchit aussi à la diffusion. Ça pourrait être un reportage d'enquête classique radio, mais ça ne l'est pas, parce que ça prend en compte tous ces autres éléments qui aujourd'hui doivent être et devront être intégrés à la manière de réfléchir votre journalisme. Ça pourrait être votre stage, mais le stage peut être classique au Monde, mais au lieu d'être dans le service Monde, ou le service économie, ou le service culture, bah, peut-être que vous ferez un stage avec l'équipe qui réalise la matinale, qui est l'appli du Monde. Peut-être que ça sera avec l'équipe qui réalise la chaîne Snapchat du Monde. Pour réfléchir aussi à comment même aujourd'hui, maintenant, vous n'allez pas faire le journalisme pareil, même en formation. Et que peut-être même en sortant du CEJ, vous allez réfléchir le modèle économique autrement. Ça, c'est peut-être vraiment l'avant-garde de l'innovation du modèle économique américain. C'est une start-up qui s'appelle Civil, qui vient d'être lancée il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 mois. Et leur concept, c'est de trouver une nouvelle manière de financer le journalisme local. Donc ici, c'est le Colorado Sun ou le Black Club à Chicago, mais ça pourrait être, je sais pas, Belleville-sur-Mer, Times. Et leur manière de réfléchir ça, c'est avec la crypto-monnaie. C'est de faire du crowdfunding, donc je sais pas, ça serait le KissKissBankBank ou le subventionnement participatif. J'ai vu aujourd'hui que Tétu va renaître grâce à, je pense, une sorte de crowdfunding. Mais là, c'est un sorte de crowdfunding fait avec une crypto-monnaie et la technologie du blockchain, qui va vous permettre, en tant que citoyen ou journaliste ou juste intéressé, d'acheter, d'investir via la crypto-monnaie dans le financement du journalisme local. Voilà, peut-être que demain, vous aurez vous aussi l'occasion de lancer quelque chose qui sera financé d'une manière qui, littéralement, il y a 6 mois, n'existait pas. Je vais vous laisser avec aussi le thème, le slogan de Civil, c'est We can't do it without you, on ne peut pas le faire sans vous, parce qu'en vrai, la réinvention, c'est vous. La prochaine génération, c'est vous maintenant, dans vos stages, dans vos cours, et dans 2 ans, c'est dans pas longtemps. J'ai pas trop cité de modèles et d'exemples français, je suis sûre qu'il y en a, d'innovation, je les connais moins, je pense qu'il en faudrait, mais je pense aussi que c'est à vous de le faire, donc bon courage. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est... donc, vous dites bien qu'il faut qu'on s'adapte à notre audience, mais c'est quoi la limite, justement ? Enfin, comment on trouve un équilibre entre s'adapter à l'audience, mais aussi l'intéresser à de nouveaux sujets, enfin... Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on pose souvent la question de l'ordre entre le média traditionnel et BuzzFeed, il y a des trucs. Tu vois, ça, c'est des nuances de fabrication extrême selon les tendances et les usages de l'audience, et de fabrication selon quand même une mission journalistique, un désir d'information et une expertise. Et je pense que les deux sont parfaitement compatibles. C'est-à-dire qu'on peut aussi réfléchir, rester fidèle à une mission, rester fidèle à des valeurs, rester fidèle aussi à un désir de raconter une histoire précise, mais de prendre en compte aussi quelle audience je veux targeter, qui pourrait lire, et qui serait l'audience classique pour ce sujet, mais qui le serait moins.
Et comment donc accéder à cette nouvelle audience? Est-ce que c'est une question d'adapter un sujet à un nouveau format, donc comme par exemple cette vidéo pour l'enquête du Financial Times? Je peux vous assurer qu'avec ce papier du Financial Times a été lu par 95% de personnes qui n'étaient pas des abonnés au Financial Times, qui peut-être n'avaient jamais été en contact avec la marque, parce qu'en estimant qu'elle ne leur était pas pertinente, parce qu'elle ne raconterait pas des histoires qui les intéresseraient. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination, mais en même temps, qu'est-ce qui reste au cœur de vos métiers? Ça reste quand même une mission et des valeurs fondamentales journalistiques. Vous êtes connu le Financial Times pour avoir un paywall assez rigoureux, donc que les accès aux articles soient pas toujours pour le grand public. Pour cette enquête en particulier, du coup, c'était en libre accès, entre guillemets. Alors, c'est une bonne question. On l'a mis en libre accès quand on s'est rendu compte que ça passait d'intéressant à phénomène. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la vidéo qu'on avait créée justement pour être un trailer, pour effectivement être la manière dont on allait communiquer le sujet sur les réseaux sociaux, pour ensuite faire revenir les audiences sur le site pour l'article. Et quand on a vu la rapidité et en fait la viralité, on peut pas, vous le savez, vous êtes de cette génération-là, la viralité, on ne peut pas la créer, il faut l'espérer, on peut mettre en place les choses pour qu'elles prennent, donc c'est devenu viral, et à ce moment-là, en se rendant compte que ça pouvait tout à coup devenir un véhicule de connaissance d'une marque à une audience qu'il n'avait jamais connue, on l'a effectivement rendu en accès libre à ce moment-là. Et c'est aussi ces calculs-là qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire, je peux avoir des objectifs clairs, d'accéder, de toucher une certaine audience, et peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, peut-être que ça ira au-delà des objectifs, et donc d'être agile, de s'adapter aussi. Et c'est aussi l'avantage du numérique, c'est qu'on peut adapter en temps réel la mission. Vous avez parlé d'audience, mais j'ai l'impression que l'audience elle reste toujours en retrait de l'information. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de l'insérer dans la fabrique de l'information et s'associer à son audience justement? Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors c'est très propre à des médias comme par exemple le Guardian, je connais moins les médias français qui font ça, ou quelque part c'est une forme de journalisme participatif. Même le Financial Times, on commence à le faire, on fait des sondages. Là, je vous parlais tout à l'heure de cette série sur les millénials. On voulait savoir comment la manière de consommer les sports, en l'occurrence le mondial, était transformée par les millénials. On a donc posé la question sur les réseaux sociaux et sur notre propre site. Êtes-vous millénial? Comment vous allez consommer le mondial? On a utilisé les informations qu'ils ont données, les citations, on les a intégrées dans le sujet même. Ça, c'est une manière assez limitée de le faire, mais le journalisme participatif en soi, ça peut être non seulement une manière hyper intéressante de commencer à raconter aussi l'histoire des gens et de faire du reportage, de faire de l'enquête, mais c'est aussi une manière ensuite d'engager cette audience, de faire qu'elle devienne aussi une mode de diffusion du sujet, et qu'elle participe ensuite au rayonnement du sujet via le réseau, via leur propre réseau. Donc oui, pour dire, après, c'est vraiment en fonction du média. Est-ce que c'est propre à la marque? Est-ce que c'est propre à la manière qu'un média raconte son histoire? Parce qu'il faut quand même rester fidèle à ce que c'est une marque. On ne va pas demain, comme je disais, aujourd'hui le FT, demain on ne va pas devenir BuzzFeed. Mais aussi de réfléchir, ok, si je veux faire participer un public à ce journalisme parce que justement ça le rend plus pertinent, parce que c'est propre aussi à la manière de communiquer et de raconter des histoires, comment est-ce que je peux faire d'une manière qui reste pertinente à ma marque, qui reste pertinente aux valeurs de mon média? Moi j'avais une question sur les frontières entre les médias du coup. Est-ce qu'elles vont encore avoir du sens dans ce nouveau modèle journalistique qui se construit? Et qu'est-ce que ça implique un peu sur notre profession? Est-ce que ça a encore du sens de se spécialiser en TV, en audio, en écriture? Super question. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il y a la convergence absolue des médias dans le numérique, et qu'aujourd'hui, quand on est dans son fil Facebook ou Twitter ou Nuzzle ou qu'on cherche une information dans Google ou qu'on accède aux informations par notre portable, a priori, de plus en plus les gens sont relativement indifférents au format. Ils sont indifférents à ce que ce soit de l'audio, du texte ou de la télé, mais après, en réalité, il faut quand même que ça soit du bon journalisme. Il faut qu'on soit, comme je disais au début, Julie, il faut qu'on soit dans la rigueur, dans la qualité. Et pour savoir raconter une histoire, pour savoir faire du bon journalisme, pour savoir faire un bon reportage, il faut aussi savoir manier une plateforme et manier un média et vraiment la maîtriser. Alors aujourd'hui, quand on vous embauchera dans une rédaction,
Non, on ne va pas vous demander d'être parfaitement fabricant d'images télé, on va parfaitement écrivain de papier et parfaitement producteur d'audio. On va vous demander de savoir faire une chose, mais d'avoir une familiarité avec tout. Et surtout d'avoir une familiarité avec, pour en revenir toujours, à la manière dont un utilisateur, parce que je ne peux pas dire lecteur ou auditeur ou spectateur, parce qu'en fait, un utilisateur peut être les trois choses sur un même sujet, il faut quand même commencer à réfléchir à, ok, si moi ma spécialité c'est le texte, comment par contre est-ce que je peux me déployer sur les autres plateformes? Comment est-ce que je peux collaborer ou m'intégrer dans une rédaction pour savoir être au moins familier avec le vocabulaire des autres formats? Et comment est-ce que vous jonglez entre innover avec les modalités des réseaux sociaux sans se faire dicter le format par les plateformes, comme quand Facebook change son algorithme et tout d'un coup la moitié de l'audience chute. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé en janvier ou février, vous avez peut-être suivi l'actualité, c'est que Facebook, de manière à toujours pouvoir connecter les gens du monde encore plus, je ne sais plus quel est leur slogan, a décidé que voilà, on va totalement changer la manière dont les utilisateurs Facebook vont voir les posts dans leur fil. On va privilégier non pas l'information, mais privilégier les posts qui procurent de l'émotion et de l'engagement, donc les likes et les partages. Or, on sait très bien que ce qui procure les likes et les partages, c'est tout ce qui est plus de l'ordre émotionnel, du familier, et non pas d'information. Donc ça a immédiatement dépriorisé l'info dans les fils Facebook. Pour les médias, il y en a pas mal, pour ne pas citer BuzzFeed, qui dépendaient des audiences Facebook pour leur trafic et en l'occurrence même pour leur modèle économique parce qu'ils monétisaient leurs audiences Facebook, c'était dramatique. Et effectivement, il y a eu certains médias qui ont vu des chutes de 20, 40, 60% de leur audience sur les réseaux sociaux. Les médias dites legacy, donc plus traditionnels, pas les pure players, en gros, dépendaient toujours moins des réseaux sociaux. Et ce qu'on est en train de voir depuis 6 mois, c'est que presque tous les médias legacy, donc anciennement print, broadcast ou radio, se découpent d'une dépendance, de manière d'ailleurs très consciente, réfléchie, se découpent d'une dépendance de Facebook. Justement parce que on ne peut pas contrôler l'algorithme, c'est une boîte noire, parce que par ailleurs aussi Facebook, dans la démarche qu'on peut avoir, ça fait aussi partie de mon job à moi, de vouloir négocier avec eux, de réfléchir à comment mieux servir un public qui, bon gré mal gré, cherche leurs infos sur Facebook, comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour que justement ils découvrent une actualité qui soit réelle et vraie et fiable, que Facebook n'est pas particulièrement dans le vouloir développer ces modèles ensemble. Et donc voilà, on voit de plus en plus, on s'écarte d'une dépendance là-dessus. Alors après, s'écarter d'une dépendance, c'est un mouvement infime, parce qu'on est encore quand même, surtout pour un média qui veut accéder des nouvelles audiences plus jeunes, on dépend de ça quand même. C'est toujours par là qu'on va accéder aux nouvelles audiences. Donc c'est en fait tout simplement de varier la manière et les plateformes où on va chercher nos audiences. Donc de réfléchir aussi à d'autres sources de trafic. Donc le search, la découverte sur Google, de plus en plus importante. Instagram, qui est quand même fait partie d'une famille, de Facebook est de plus en plus une source de trafic. Mais c'est donc même, et je pense que même en tant que vous, que journaliste, si vous réfléchissez à votre propre marque journalistique, c'est de réfléchir, ok, je ne veux pas dépendre, je ne voudrais jamais dépendre d'une même plateforme, parce qu'effectivement, on ne contrôle pas le trafic de cette plateforme-là. Bonjour, moi je m'interroge beaucoup sur le devenir de notre métier, et quand on constate la dilution qu'on a tous joué sur tous les supports, c'était très créatif, on a inventé des tas de nouveaux formats, mais je me dis, tiens, peut-être que dans 5 ans, j'aimerais bien voir cette photo, peut-être que dans 5 ans, on sera revenu à quelque chose de peut-être plus frugal, de plus concentré, et en tout cas, je m'interroge beaucoup sur la question de la ligne éditoriale et la question du tri d'information, qui est aussi une de nos missions. Et quand on court tous azimuts à proposer des formats originaux sur des endroits qui sont très accaparés par ces grosses bulles de filtre où on enferme les utilisateurs, je me demande comment on peut réussir à encore avoir une ligne éditoriale et avoir une hiérarchie de l'information, même si j'aime pas trop ce mot. Comment vous voyez ce futur? Je pense que ça revient toujours à une question d'équilibre. Et que quelque part, si je pense que s'il y a une thématique peut-être à retenir, et de la manière dont le journalisme est en disruption et en invention, mais et aussi la manière dont vous-même réfléchissez à votre propre parcours, c'est qu'il y a un truc quand même qui ne change pas du tout. C'est que
pour faire un bon sujet, les bases ne changent jamais. C'est être dans les faits réels, dans la rigueur du reportage, dans la rigueur de la fabrication, dans un sourcing vérifiable et dans aussi une qualité de diffusion. Après, tout le reste, c'est l'expérimentation. Mais ce cœur ne doit jamais changer. Et la manière, et je vous ai fait voir surtout au début des exemples Financial Times, justement parce que c'est aussi la manière dont nous on innove. La manière dont nous on innove ne va pas ressembler à la manière dont Melty va innover, dont BuzzFeed va innover, ou dont même le Guardian et le New York Times vont innover. On est quand même dans des marques dont la valeur même de la marque et la crédibilité de notre média dépend du fait qu'on reste propre à nos valeurs. Notre propre valeur sur le marché, là, notre propre modèle économique dépend de ça aussi. Et donc, c'est la question vraiment de trouver la juste mesure entre qui on est et rester propre à qui on est, qui est ce qui compte aussi pour l'audience, le pouvoir d'être pour soi fiable, c'est aussi qu'on ait quelque chose qui est reconnaissable, et d'expérimenter avec de nouveaux formats. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a aussi tout simplement la contrainte, il faut l'actualité, il faut la couvrir, les sujets, il faut les livrer, et que quand même, donc trouver une marge d'expérimentation, et de se dire qu'on a un objectif toujours fixe. Voilà, c'est que je veux toucher telle audience, est-ce que je peux le faire de telle manière? C'est quoi mes indicateurs de succès ou d'échec? Vous allez aussi échouer, je vous souhaite bon courage parce qu'il faut aussi échouer. Dans l'expérimentation et l'invention, il y a ça aussi. Et que l'échec, c'est aussi se rendre compte, on est peut-être allé trop loin. C'était peut-être pas propre à la marque. C'était peut-être justement pas ce qu'il fallait pour nous, pour réaliser quand même cet équilibre entre préservation des valeurs fondamentales et expérimentation pour trouver des nouveaux modèles. J'espère que ça va faire une question. Très bien, merci. Et du coup, on a envie de savoir votre audience aujourd'hui. Est-ce qu'elle a changé? Comment elle est engagée? Vous parliez des millennials. Je ne mesure pas bien, moi, la diversité de l'audience du Financial Times. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je peux vous en dire même un mot clair, parce que ne pas mesurer la diversité de l'audience du Financial Times, c'est effectivement une image de l'audience du Financial Times. Donc, notre utilisateur, et dire utilisateur, c'est grand chose parce que c'est comme notre lecteur, moyen, c'est un homme de 49 ans à très haut revenu. Donc on est grosso modo à 79% audience masculine et le reste féminin. Donc, et on n'a pas du tout d'audience milléniale. Donc on a, pour être américaine avec la chose, un challenge d'audience, un challenge de diversification. Effectivement, parmi nos objectifs, et dont ces nouveaux formats, dont des manières créatives et non traditionnelles de raconter en fait une actualité qui de base, une actualité économique et une actualité politique, c'est une volonté de savoir que pour être dans une sorte de survie même économique, il faut qu'on ait une audience plus jeune, il faut qu'on ait une audience féminine. Alors l'audience féminine, d'un côté, c'est juste bien dans le monde d'avoir 50-50, parce que globalement la population du monde c'est plus ou moins 50-50, c'est même un tout petit peu plus féminin que masculin, mais aussi, si je réfléchis aussi de manière brutalement stratégique, c'est une opportunité économique, c'est une business opportunity que d'avoir une audience plus féminine, parce qu'on est en manque de ça. Donc voilà, nos objectifs d'audience, c'est clairement d'aller vers les audiences qu'on n'a pas, et aussi des audiences qui vont nous assurer une longévité, qui vont nous assurer une certaine survie, dont effectivement une série sur les millénials, qui effectivement a été beaucoup plus lue par les millénials que les autres contenus, dont plus d'audiovisuel qui effectivement est quelque chose qui plaît plus à notre audience féminine. Et donc effectivement, on réfléchit toujours à non pas à changer la ligne éditoriale pour acquérir de nouvelles audiences, mais comment mieux mettre en valeur ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'on puisse démontrer une pertinence aux audiences qu'on n'a pas encore. Donc je ne partage pas de chiffres, mais work in progress. Est-ce que vous ne pouvez pas devenir, enfin vous l'êtes déjà pas mal, un média global, parce que vous avez l'anglais, vous pouviez, les États-Unis c'est un énorme truc, on m'a dit. Alors en réalité, on l'est déjà, en fait. On a, alors je parle que des abonnés, Financial Times, parce qu'après on a une audience non abonnée qui accède quand même via plein de manières à nos contenus, mais on est 54% en Grande-Bretagne, et le reste partagé entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Donc en gros, l'Europe et les États-Unis, c'est équivalent à une petite portion d'Asie. Donc effectivement, on est déjà mondial, on est déjà global. Le gros challenge, en l'occurrence c'est le cas de le dire parce que c'est vraiment les États-Unis, c'est l'Amérique, où il y a une concurrence dingue, où il y a aussi, vous l'avez vu, une puissance innovatrice au sein du journalisme
qui est ultra bien subventionné et qui est très très fort et très rapide. Et donc c'est un univers compliqué non seulement pour la quantité de médias, mais aussi la rapidité de l'innovation et l'investissement dans l'innovation. Donc c'est là où je regarde la France, même la Grande-Bretagne, le reste de l'Europe, et je me dis qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse plus à comment penser l'avenir aujourd'hui, parce que comme la consommation de l'information se mondialise, on le consomme tous de plus en plus en anglais, on va vite devenir beaucoup moins concurrentiel avec les anglophones qui sont déjà beaucoup plus en innovation. Je ne voulais pas terminer sur l'apocalyptique, mais bon. Je voulais juste te demander, c'est quoi les rapports que tu as au quotidien avec les journalistes en fait? Comment ça se passe? Est-ce que tu es au sein de la conférence de rédaction? Comment ça se passe? Tu nous as montré des super projets. À quel moment tu interviens, toi, dans la chaîne de ces projets-là? C'est indispensable que moi et toute mon équipe soient en contact, mais vraiment quotidien avec les journalistes. Donc notre service, donc, qui est le Audience Engagement, est à côté du Main News Desk, qui est central en rédaction. Et il y a tous les matins du monde, il y a une conférence de rédaction comme toutes les rédactions. Et après que le directeur de la rédaction prenne en revue le journal d'hier, c'était nul, c'était bien, c'était bien, ce qui est aussi donc, le rituel de toutes les comptes de rédac, quelqu'un de mon équipe, que ce soit moi ou de quelqu'un, parle en fait d'indicateurs de performance. En fait, on parle de data. Et on parle, nous, hier, qu'est-ce qui a été engaging avec cette audience, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été un succès, est-ce qu'on a tenté quelque chose qui a marché ou pas marché. Et on fait ça tous les matins. Et tous les projets dont je vous ai parlé avaient effectivement des objectifs clairs par rapport à un désir soit d'augmenter certaines audiences, ou d'en targeter une, ou de performances particulières, ou d'expérimenter sur une plateforme dans laquelle on n'était pas. Et c'est en collaboration directe avec un service, avec un journaliste, et d'ailleurs souvent les chefs de service qui eux-mêmes viennent maintenant vers nous, limite comme un sorte de service de consultation. Bon voilà, c'est vraiment une coproduction et une manière aussi d'intégrer l'innovation dans le quotidien, dans le output quotidien de la rédaction. Merci beaucoup. Très bonne question, merci.